parler de ce sujet. Donc d'abord, merci beaucoup pour cette opportunité de partager mon expertise et aussi mon expérience sur le sujet de stratégie digitale et surtout quelle est la valeur qu'elle apporte au développement international. Donc je vous propose en fait, avant que je commence, de se connecter et d'interagir avec moi à travers ce petit outil pour rendre notre échange un petit peu plus dynamique et aussi avoir une nouvelle expérience. Donc je vous propose de prendre vos portables tout simplement et donc aller sur le site qui s'appelle donc menti.com. Et donc, vous rentrez le code qui est affiché en haut de ma diapo. Hein, et donc, comme ça, vous allez pouvoir interagir avec moi. Donc, je vous invite de vous connecter. Super, je vois déjà des connexions. Et ça va rendre notre échange un petit peu plus sympathique. Donc, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, sur la première diapo, vous pouvez justement interagir et exprimer quel est dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui. Ah, on a des personnes qui sont un petit peu fatiguées. Voilà, super. Donc, voilà, ça, c'est une des expériences digitales qu'on peut pratiquer avec nos clients qui sont basés assez loin de l'endroit où nous, on se trouve. Donc, je vais commencer par me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Olga Chevet. Donc, j'ai un cabinet d'accompagnement à l'international qui s'appelle Adéquat Vostok. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais l'accompagnement qui croise le développement d'affaires à l'export, donc à l'international, avec l'approche digitalisée. Donc, on est vraiment à au croisement. Le sujet de digital, c'est quelque chose que je développe maintenant depuis plus de 3 ans. Donc, j'ai fait une formation en management digital à l'ESCA avec d'importants travaux de recherche et avec plusieurs interventions, notamment au colloque de marketing digital. Donc, ça me permet d'avoir une vision, d'une part, vision de terrain de la part des entreprises que j'accompagne. Donc, maintenant, c'est plusieurs dizaines d'entreprises. Et aussi le retour avec les entreprises avec lesquelles je travaille pour approfondir mes travaux de recherche. Donc, vous avez mes coordonnées ici. Donc, tout ça pour créer et accélérer le développement des entreprises, donc au-delà de la France, au-delà des frontières. Donc, un sujet qui est d'actualité, surtout dans des conditions actuelles. Et on voit, il y a de nombreuses études qui montrent que quand on croise l'internationalisation avec l'aspect, la dimension digitale, bon, on arrive facilement, les entreprises qui le font arrivent facilement à doubler leur chiffre d'affaires à l'export et leur croissance est en général aussi 2 fois supérieure par rapport aux entreprises qui ne le font pas. Donc, je vous propose aussi d'évaluer, avant que je commence vraiment de partager mon approche de digitalisation et de la stratégie digitale à l'export, de voir où en êtes-vous, par exemple, dans votre approche. Donc, on va se mettre dans le contexte de développement export, vraiment à ses débuts. Donc, je vous propose d'évaluer, donc, au début, quand vous commencez le travail sur un nouveau pays, est-ce que le contact avec l'étranger, comment il est établi? Est-ce qu'il est établi plutôt par un canal digital ou est-ce que c'est plutôt par un canal traditionnel, par exemple, salon ou une mission de prospection? Quand vous commencez, comment obtenez-vous les connaissances des pays? Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive par le digital, c'est-à-dire par vos recherches Google ou par les recherches que vous faites sur les réseaux sociaux ou autres moyens digitaux? Ou est-ce que c'est plutôt d'autres moyens qui interviennent? Et enfin, un troisième point, les opportunités export qui vous arrivent, quel est le canal par lequel ils arrivent? Est-ce que vous détectez et concrétiser ces opportunités plutôt par la voie dématérialisée, donc par la voie plutôt digitalisée, ou est-ce que c'est toujours quelque chose qui se passe d'une façon plutôt traditionnelle, comme on avait peut-être plus l'habitude de le faire avant la Covid. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant de voir
Voilà, quel est votre positionnement par rapport à ça? Et ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on voit vraiment donc il y a un glissement, de l'approche traditionnelle de l'export vers plutôt une approche mixte, c'est-à-dire une approche combinant tout ce qu'on avait l'habitude de faire avant l'utilisation massive du digital et tout ce qu'on a la possibilité maintenant de faire avec les moyens qu'on a à notre disposition avec l'arrivée donc des technologies numériques. Hein. Voilà. Je pense, enfin, les études montrent, hein, les dernières recherches montrent que on va de plus en plus glisser vers une approche mixte qui va mixer le digital et le traditionnel, mais on ne pourra plus revenir à la situation d'avant où l'export, on pouvait le développer sans prendre en compte en fait cette nouvelle dimension. C'est intéressant d'abord, c'est quoi le développement international avant de s'intéresser, c'est quoi le digital et comment on peut l'intégrer dans cette approche. Donc, j'aime assez de m'appuyer sur ce modèle que vous voyez. Donc, c'est un modèle qui a été développé par des chercheurs nordiques et qui retrace en fait le développement à l'international qui est en fait un processus. C'est un process qu'on met en place, c'est un processus qui est dynamique et qui plutôt vraiment reflète vraiment l'approche qui est utilisée par les entreprises qui existent depuis de longues années, plutôt des entreprises, on va dire, ce qu'on appelle les entreprises plutôt traditionnelles. Et pourquoi c'est intéressant ce modèle? Parce qu'elle reflète donc la dynamique d'une part de ce processus, mais aussi il met en relief les composants dont on a vraiment besoin et sans lesquels le développement international n'est pas possible. Alors d'abord, il faut faire vraiment focus sur cette notion de confiance, c'est-à-dire que si le partenaire étranger ou si le consommateur étranger ne nous fait pas confiance, eh ben, aucun développement n'est possible. Deuxième dimension, c'est les connaissances. Il faut qu'on ait les connaissances de pays, il faut qu'on ait les connaissances de nos partenaires, de nos consommateurs, de nos clients en B2B ou en B2C, mais aussi il faut qu'on puisse aussi se présenter sous notre meilleur jour auprès de cette clientèle internationale. Et enfin, donc troisième dimension, donc les opportunités. Il faut que l'entreprise ait la capacité et les ressources nécessaires pour pouvoir détecter et concrétiser les opportunités qui lui arrivent. Donc ça, c'est vraiment un reflet de ce que c'est le développement international. La finalité du développement international, c'est de trouver les ponts locaux qui vont nous mener en fait au-delà de notre frontière. Et l'objectif, c'est de trouver les points d'appui, les partenaires, ou alors en fonction de notre engagement, voire ouvrir des structures ou des filiales sur place. Donc ça, c'est vraiment la finalité de tout ce processus. Maintenant, le digital qui nous arrive aujourd'hui prend vraiment une progression fulgurante, une dimension incroyable. Donc, j'aime bien partager ces chiffres. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que voilà, si on compare aujourd'hui la situation du janvier 2020 avec la situation de janvier 2021, on voit que de plus en plus de personnes sont connectés à Internet, 7% de croissance, c'est juste incroyable. Et plus de 13% sont actifs sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous, pour les entreprises? Eh bien, ça veut dire que vos clients, vos partenaires, ils sont tous connectés, ils sont tous sur les réseaux, sur Internet, et ils sont tous à la portée d'un clic. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un point d'appui énorme pour les entreprises. Il s'agit vraiment de la compétitivité de l'entreprise, c'est que de savoir comment aller chercher toutes ces personnes qui se trouvent dans cet espace digital ou cet espace numérique. Donc, ça devient vraiment une compétence clé pour défendre sa compétitivité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour nous? Ça veut dire aussi qu'on est vraiment en phase de transformation numérique ou transformation digitale de notre fonction export, de notre développement
export. C'est-à-dire que le processus que je vous ai montré au début, ce processus, en fait, se transforme. Et qu'est-ce qui nous dit qu'il se transforme? C'est pas, justement, c'est l'arrivée des nouvelles tâches qu'on ne pouvait pas faire auparavant et qui devient possible. Donc, à titre d'exemple, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Bah, par exemple, là, je communique avec vous via Menti. Avant l'arrivée de cet outil, c'était quelque chose qui était que ça prenait pas tout à fait la même forme, c'était pas forcément possible. Pareil, quand on est, par exemple, sur Internet ou sur notre page entreprise, nos clients ou nos partenaires peuvent émettre les avis positifs et négatifs. Donc, comment ça se passait avant si le client n'était pas forcément content de produits ou de prestations? Il vous appelait et ça restait en fait entre vous. Maintenant, l'avis que le consommateur ou le client émet, ben, il est au vu et au su de tout le monde ça a une visibilité en fait mondiale. Donc, et ça change énormément la donne et ça, c'est quelque chose qui n'était pas forcément possible avant. Donc, on est vraiment sur cette transformation numérique du développement international. Bien évidemment, cette transformation, si on s'intéresse à cette transformation, c'est que ça nous amène des avantages pour l'export, ben forcément. Alors, quels pourraient être ces avantages? Alors, d'abord, qu'est-ce que nous amène les avantages? D'abord, parce que la plupart des personnes sont connectées. On a vu la croissance, 7% Internet, 13% réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est maintenant nomade, c'est-à-dire que la personne, elle est atteignable par ce canal n'importe où dans le monde, dans n'importe quelle situation, mais aussi 24 heures sur 24. C'est-à-dire que toute l'activité que vous faites sur les réseaux ou par d'autres canaux, sur votre site Internet, etc., et ben, c'est quelque chose qui travaille pour vous 24 heures sur 24. Donc, la notion, par exemple, des heures d'ouverture, c'est quelque chose qui n'existe plus. Donc, comme exemple, on peut citer, par exemple, le week-end commerce. Donc, ça veut dire aussi que notre perception de distance, elle n'est pas du tout la même. Et même quand vous communiquez via le digital en pensant que vous restez en France, en fait, ce n'est plus vrai. Parce que même en restant en France, en pensant que vous restez en France et même si vous communiquez en français, bah, vous rayonnez sur plusieurs pays aux alentours également. Donc, votre visibilité, elle est dans tous les cas, elle est mondiale. Et il faut vraiment en être conscient. Ça vous apporte un avantage compétitif énorme. Ensuite, qu'est-ce qui change aussi? C'est notre capacité et plus spécifiquement la capacité des commerciaux export de coordonner plusieurs pays. Moi, quand je parle avec les commerciaux export, qu'est-ce qu'ils m'expliquent maintenant? C'est que quand ils travaillent, et ben, en même temps, ils sont en contact avec les clients ou les prospects vraiment dans différentes parties du globe. Ils peuvent être aussi bien en contact avec quelqu'un en Roumanie, en même temps avec quelqu'un qui est en Brésil, en même temps quelqu'un qui est en Australie. Donc, la coordination, la capacité de coordination, elle est augmentée grâce à l'arrivée justement de cet aspect technologique. Et il faut se saisir en fait de cet avantage technologique pour pouvoir se tourner plus vers ces marchés. Bien entendu, ça dépend de la compétence, de la capacité ensuite de la personne en charge de l'export pour pouvoir l'exploiter. Mais vous avez voilà, cette possibilité vous est vraiment offerte grâce à la technologie, à la technologie numérique. Un autre aspect, c'est la connaissance de notre client. Vraiment, la connaissance maintenant, c'est une connaissance qui est fine de notre audience. Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité d'avoir des retours et pratiquement les retours en temps réel, ce qui plaît et ce qui ne plaît pas à notre client ou à notre partenaire, etc. Qu'est-ce que ça nous donne comme pouvoir? Ça nous donne le pouvoir d'adapter notre offre, adapter les caractéristiques de cette offre, adapter le volume, adapter le prix. On va en parler juste après. Il y a des mécanismes en fait qui permettent de le faire. Donc ça, c'est également
un avantage compétitif. Donc, l'audience étant différente dans différents pays, bien entendu, il faut prendre en compte cette dimension culturelle qui commence aussi à intervenir. Alors, dans le digital, il y a vraiment ces deux notions importantes à maîtriser. C'est que ça s'appuie d'une part effectivement sur la technologie, mais la technologie toute seule ne fait pas tout. Il y a une dimension de connaissance psychologique humaine qui est vraiment importante. Vous savez que, par exemple, les Facebook ou Amazon ou d'autres plateformes importantes, ils possèdent même des laboratoires de recherche en psychologie. Hein, donc, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est fait par hasard. Et enfin, ces technologies nous offrent de nombreuses fonctionnalités qui facilitent toutes sortes de connexions qui facilitent l'identification des contacts, des prospects qui nous intéressent. Ben justement, cette dimension technologique qui nous facilite en fait la connexion avec d'autres cultures et d'autres marchés, elle est beaucoup basée sur la notion sur la technologie des plateformes. En fait, pour moi aujourd'hui, il n'y a plus de sites internet par exemple. On a les sites internet vitrines, c'est vraiment quelque chose qui commence à être obsolète et qui existe de moins en moins. De plus en plus, on a maintenant l'affaire aux plateformes. Et qu'est-ce qui différencie la plateforme juste d'un site internet? C'est justement les mécanismes qui sont propres à ces plateformes. Je cite ici quelques-unes, on va les voir. Bien sûr que ce n'est pas tous les mécanismes, je ne cite pas tous les mécanismes, j'ai juste choisi les mécanismes qui me semblent intéressants d'exploiter justement dans l'objectif de construire sa stratégie pour aller atteindre les marchés éloignés, donc pour aller à l'international. D'abord, c'est un mécanisme de crowdsourcing. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va exploiter les ressources qui étaient sous-exploitées auparavant. Bah, clairement, qu'est-ce qu'on peut citer comme exemple? Bah, vous pouvez voir, tout simplement, vous pouvez penser à la plateforme Airbnb. Hein, si on prend par exemple le réseau des hôtels Accor, hein, ça c'est une chose, mais Airbnb, ils étaient beaucoup plus malins, donc ils se sont dit, bah, tiens, il y a des ressources inexploitées qui sont donc les ressources chez les personnes, chez les particuliers. Ils ont aussi donc les surfaces quelque part à rentabiliser, à vendre, donc on va utiliser ces espaces. Donc, c'est aussi quelque chose qui est mobilisé par toutes les plateformes du type Malte ou d'autres types de plateformes qui vous proposent d'avoir des accès aux ressources humaines, notamment, par exemple, je pense à une plateforme qui propose de faire un recours aux expatriés basés dans d'autres pays, pour pouvoir leur confier des missions de moindre importance, mais des missions opérationnelles, et donc vous aider à continuer à développer vos activités à l'international. Donc là, typiquement, on mobilise ce mécanisme de crowdsourcing. Un deuxième mécanisme intéressant, c'est un mécanisme de matching markets. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, vous pouvez penser à la plateforme Mythique. Donc, ça marche exactement pareil, c'est-à-dire que quand vous allez chercher, identifier vos partenaires par le moyen de recommandation et de ranking, vous allez pouvoir avoir des facilités pour qualifier ces partenaires. Pareil, qualifier les partenaires, mais aussi qualifier vos pays. Pour prendre une décision dans quel pays c'est plus intéressant pour vous de vous développer, comment vous pouvez les prioriser, typiquement, il y a ce mécanisme qui peut nous aider dans cette tâche. Et enfin, il y a un troisième point, c'est un troisième mécanisme, c'est un surge pricing. Donc ça, c'est quelque chose qui est mobilisé très souvent par les entreprises de transport. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une adaptation de prix en temps réel. C'est également utilisé par Uber, par exemple. Donc, c'est-à-dire que le prix maintenant, la notion de prix, ce n'est pas quelque chose qui est statique. Il n'y a pas juste une liste de prix comme on était habitué à le définir avant. C'est-à-dire que le prix, quand vous vous connectez pour acheter votre ticket, le billet d'avion ou votre ticket de train, le prix qui va s'afficher devant vous, c'est un prix personnalisé, c'est un prix qui est construit en fait tout à fait par rapport à vous. Qu'est-ce que ça va prendre en compte? Ça va par exemple prendre en compte l'outil par lequel vous vous êtes connecté. Supposons que vous êtes connecté avec un Apple dernière génération.
Donc, ça veut dire que la plateforme va analyser que vous avez un certain niveau de revenu par rapport à quelqu'un qui est connecté tout simplement avec un Samsung qui date, on va dire. Donc, ça veut dire que potentiellement, la plateforme va vous afficher un prix peut-être supérieur par rapport à la personne qui est connectée avec Samsung. Bien entendu, ça ne prend pas en compte un seul critère, ça va prendre en compte plusieurs critères, comme par exemple également votre expérience passée, la surcharge, par exemple, du transport à ce moment-là, est-ce que c'est les heures de pointe ou pas? Donc, vous voyez, il y a toute une traçabilité qui est mise en place et cette traçabilité est utilisée pour valoriser et repositionner l'offre de l'entreprise. Donc, ça, c'est effectivement quelque chose qui est pertinent aussi de prendre en compte quand vous établissez quand vous pensez à votre développement international. Et ce développement international, bien entendu, il faut le penser en présence physique, mais aussi en présence numérique, en présence digitale. Voilà. Donc, juste pour faire la différence, je vous ai mis la définition de la stratégie digitale qui, à mon sens, paraît la plus clairement expliquée. Donc et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que la stratégie digitale est complètement différente de la stratégie marketing. Bien souvent, on confond les deux. Alors, la différence majeure, c'est que la stratégie digitale, c'est avant tout de la stratégie. Donc, ça va plutôt parler de l'entreprise, de ses ressources, de son organisation, de ses capacités. Et le marketing, ça va plutôt parler de l'offre et de toutes les tactiques qu'on peut mettre en place pour rentrer et attirer le client vers cette offre. Voilà, c'est juste pour introduire un petit peu quelle est la différence. Ce qui est important dans le digital, c'est que la stratégie digitale, c'est basé vraiment avant tout sur une logique inbound. Et c'est là où on a une différence très forte entre la stratégie traditionnelle et la stratégie digitale. Alors, qu'est-ce que c'est la stratégie inbound? Tout simplement, moi, je dirais que inbound, c'est l'art de l'entreprise de se rendre attractif, vraiment. Donc, la logique inbound, elle va plutôt s'intéresser à l'audience, donc à la cible à laquelle s'adresse votre offre. Donc, il y a vraiment ces deux notions à retenir. Que inbound, c'est avant tout, il faut s'intéresser vraiment à votre audience d'une façon très fine et aussi se positionner d'une façon à être attractif. Donc, au lieu d'aller vers le client et faire, par exemple, le démarchage, donc il faut faire tout pour faire venir vos clients vers vous. Comment ça se passe? Donc là, on commence en fait à introduire la notion de stratégie digitale dans notre parcours et tout commence dans le numérique, tout commence par les personas. C'est vraiment la connaissance de l'audience et notre audience va être très différente en fonction de nos pays, mais aussi très différente à l'intérieur du pays. Donc c'est pour ça que cette notion de persona, de la définition des attributs, d'attitudes et des comportements, c'est vraiment une très grande partie quand on fait une stratégie digitale. Il n'y a pas une seule stratégie digitale, il y a plusieurs stratégies digitales. Et parce qu'il y a aussi plusieurs personas à construire. Donc, c'est vraiment très, très important parce que c'est la persona qui va vous indiquer quelle est la meilleure façon de vous positionner et comment justement se rendre attractif. Qu'est-ce qui va être attractif pour votre audience en Chine? Qu'est-ce qui va être attractif pour votre audience aux États-Unis, en Russie ou dans les pays européens? Ça ne va pas du tout être les mêmes points d'appui. Donc, une fois qu'on a identifié notre persona, deuxième élément vraiment important, c'est de réfléchir quel est notre lieu de la commercialisation. Ça peut être uniquement notre commercialisation online, mais ça peut être le lieu de commercialisation peut être aussi offline. Donc, le lieu de commercialisation, c'est vraiment là où vous faites la conversion, vous réalisez tout simplement la vente.
Est-ce que c'est votre site e-commerce? Est-ce que vous avez un bouton spécifique qui vend sur les réseaux sociaux? Voilà. Est-ce que vous fléchez via le digital vers votre site, vers votre présence physique chez votre franchisé, par exemple, dans l'un des pays? Donc, voilà, tout ça, ça dépend vraiment de l'approche de l'entreprise. Et enfin, une fois qu'on a positionné, on a défini nos personas, nos lieux de commercialisation, on passe à la stratégie, à la définition de la stratégie, ce qu'on appelle, c'est une stratégie, ce que je vous présente, c'est une des stratégies, hein, c'est une stratégie qui est la plus souvent, on va dire, mobilisée. Donc, le nom exact, c'est une stratégie donc filiée. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien, tout simplement, on va regarder quels sont nos points de contact qu'on peut générer avec l'audience qu'on avait précédemment identifiée et comment on va la diriger vers nos lieux de commercialisation. Alors, par rapport à ces points de contact, c'est vraiment là où on a la création de liens sociaux qui s'installent entre vos partenaires, vos clients et avec l'image de l'entreprise ou avec l'entreprise ou le représentant de l'entreprise, avec un agent ou avec le partenaire. Donc, c'est vraiment ces points de contact peuvent être multiples. Ça peut être un email, ça peut être votre site internet, ça peut être les réseaux sociaux ou les blogs. Le parcours peut être vraiment différent et personnel vraiment à votre persona. Donc, l'étape d'après, c'est identifier par rapport à la capacité de l'entreprise, par rapport aux ressources dont vous disposez, finalement, quelle est l'audience en fait qu'on va choisir, comment on va la classer? Est-ce qu'on va pouvoir s'adresser à l'ensemble de l'audience ou on va choisir juste un certain type d'audience? Et est-ce qu'on va pouvoir aller sur tous les points de contact? Je prends typiquement l'exemple des médias sociaux. Par exemple, j'ai parlé avec une entreprise qui fixé comme objectif d'être en contact avec les architectes. Donc, les architectes sont principalement présents sur Instagram, mais aussi présents sur d'autres plateformes. Donc, la question qui est à se poser, est-ce que vraiment il faut aller sur toutes les plateformes, sachant qu'on plus on mobilise de ressources sur toutes les plateformes, plus on se disperse, on n'a pas forcément la possibilité d'avoir un échange et le contenu de qualité. Sur quoi, en fait, on peut se positionner? Est-ce qu'on a plutôt l'intérêt de choisir juste un seul canal de communication ou est-ce qu'on a une taille déjà critique et suffisante pour aller sur plusieurs audiences et sur plusieurs points de contact? Donc ça, c'est vraiment une réflexion à amener en interne. C'est là où on va introduire, on va revenir à notre schéma d'avant. Puisqu'on parle des points de contact, c'est là où il faut vraiment regarder comment vous allez être perçu par cette audience. Comment, pour créer un lien social et une première connexion, il faut vraiment que cette audience puisse être capable de vous faire confiance. Sur quels paramètres vous allez pouvoir vous appuyer pour insuffler la confiance, paraître crédible et surtout donner envie de savoir plus par rapport à votre offre, par rapport à votre marque et installer en fait un courant d'affaires entre vous et les personnes, les partenaires basés à l'étranger. Donc, dans ce type, dans tout ce qui est développement de marque et constitution de marque, donc la notion de validation sociale dans le digital prend vraiment une importance énorme. C'est-à-dire plus de personnes, plus sont connectées, plus vous avez des recommandations et des avis, plus votre capital confiance va augmenter. Ce capital confiance est aussi beaucoup renforcé s'il y a une présence forte de dirigeants d'entreprise, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a des prises de parole qui sont importantes et vraiment, voilà, les recherches le montrent, ça booste énormément du point de vue commercial. Deuxième point à réfléchir par rapport à ce point de contact, c'est-à-dire quel va être le contenu de vos échanges.
Dans le numérique, beaucoup de leviers se reposent en fait sur le contenu et sur les mots. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des mots-clés, des hashtags, etc., parce que c'est quelque chose qui est vraiment pertinent et qui parle aux consommateurs. Il y a quand même une recherche d'expertise et cette expertise, elle est véhiculée par les mots avant tout. Donc, les réflexions amenées dans les deux sens. D'une part, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire à votre audience basée dans les pays différents? Comment vous allez le dire? Est-ce que vous allez pouvoir utiliser les mêmes mots? Est-ce que la présentation va être tout à fait la même? La perception, est-ce que ça va être la même? Donc, toute la réflexion amenée par rapport à votre stratégie de contenu. Ensuite, deuxième volet, c'est aussi de regarder quel est le potentiel que vous allez pouvoir retirer pour faire la veille concurrentielle, par exemple, mais aussi quelles sont les informations et les contenus que vous pouvez obtenir pour mieux connaître votre audience et donc, par conséquent, adapter votre offre et votre avantage concurrentiel par rapport au changement de comportement de votre audience. Votre audience, elle est dynamique, les gens changent de comportement tout le temps, donc cette adaptation pratiquement permanente, elle est maintenant inévitable. Alors, dans ce système, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces plateformes mobilisent souvent ce qu'on appelle un système de récompense, c'est-à-dire que par une sorte de gratification, ça peut être des likes, ça peut être des concours que vous organisez, ça peut être autre chose qui attire, motive et rend le plaisir, hein, une connexion émotionnelle avec l'audience. C'est une dimension qui est vraiment importante pour pouvoir enrichir ce lien et, par conséquent, le transformer dans l'opportunité. Donc, la dimension émotionnelle à inclure également dans la stratégie digitale. Et enfin, donc le dernier point, c'est le positionnement de l'entreprise, c'est-à-dire que quand vous êtes tout seul, hein, vous n'irez pas du tout loin, surtout dans le numérique. C'est important de faire partie et de construire autour de vous l'écosystème. Pourquoi? Parce que cet écosystème va apporter de la valeur pour vous, mais aussi va apporter de la valeur pour les clients qui vous intéressent, pour votre audience, mais aussi potentiellement pour d'autres entreprises. Donc aussi, on est complètement dans ce qu'on appelle la valorisation des effets de réseau indirect. C'est-à-dire tout ce que vous faites, si vous faites en créant de la valeur, et ben forcément, cette valeur, à un moment donné, elle va vous revenir. Donc ça, c'est vraiment des mécanismes importants. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la perception dans le numérique, il faut être conscient que la perception, elle est tout à fait différente par rapport au monde traditionnel. C'est pour ça que j'insiste encore une fois que la notion de l'identité numérique ou la notion de marque, c'est vraiment quelque chose qui est à travailler. Donc, je vous propose de répondre à une petite question. Voilà, quand vous voyez l'image de la dame qui est affichée, donc à votre avis, quelle pourrait être sa profession? C'est quoi en fait sa profession? Je vous propose de voter par Menti pour voir comment en fait vous percevez voilà, la personne. Voilà, ce qui est intéressant de savoir après, oui, c'est sur quoi vous vous appuyez pour pouvoir faire ça, parce que forcément, l'image a aussi un pouvoir de nous influencer dans notre confiance, en fait. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont répondu. Alors, qu'est-ce qui prédomine, en fait, qu'est-ce qui prédomine? Donc, influenceuse, chef d'entreprise, et après, donc, on a coach sportive ou mère au foyer. Intéressant. Influenceuse. Et ben voilà, je vais vous afficher la bonne réponse. Ah non, ça ne s'affiche pas. Hop. Est-ce que je peux... hop. Voilà, en fait, cette dame-là,
c'est une chef d'entreprise, c'est une directrice générale d'une société basée en Russie, qui est une très, très grande société. Voilà, et elle a plusieurs voilà, milliers de personnes sous ses ordres. Voilà, et elle prend, elle prend la parole sur effectivement très active aussi sur les réseaux sociaux. Donc, encore une fois, pensez que notre perception, donc ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça peut être totalement différent par rapport à notre perception dans l'environnement, on va dire, classique ou traditionnel. Et c'est pour ça que je pense que le digital ne remplacera jamais un contact humain et on va vraiment rester dans l'approche hybride. Autant sans le digital, l'export me paraît compliqué, mais passer tout en digital, ça me paraît difficilement réalisable aussi. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie voilà, pour votre attention et je suis ravie d'échanger avec vous. Bien entendu, je n'ai pas tout dit, je ne peux pas tout dire en 40 minutes. Hein. Voilà. Donc, je fais de temps en temps des ateliers spécifiquement dédiés à l'utilisation de LinkedIn pour les commerciaux export. Donc, voilà, c'est la prochaine formation. Démarre le 16. Donc, si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. Donc, on parle plus stratégie marketing digital, en fait. Voilà. Là, vous avez mes coordonnées. Donc, je vais transmettre cette présentation à Dorian qui va pouvoir la transmettre. Voilà. Et maintenant, je pense qu'on peut passer aux questions-réponses.